subtilement autobiographique, le bal du gouverneur filmé par Marie-France Pizier après le soir 3. Voici le nouveau nectar. Pour vous l'offrir, Jacques Vabre n'a rien fait. Rien d'autre que de laisser faire la nature. Car seule la nature pouvait donner autant de pureté. Une pureté comme vous n'en avez jamais goûté. Nouveau nectar de Jacques Vabre. Carolin lave à fond vos carrelages et en plus protège contre les taches. Carolin, carrelage lavé, carrelage protégé. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Eh bien, c'est très simple, c'est la bouteille de lait Lactel, une bouteille UHT. Elle conserve au lait tout son bon goût et toutes ses vitamines, parce qu'elle ne laisse pas du tout passer la lumière. Il suffit de demander. L'essentiel est dans Lactel. Alpina de Hoover, la puissance du silence. Déposer les armes, c'est dur. En échange, on veut du Mont Blanc. La crème Mont Blanc, personne ne peut lui résister. Mont Blanc dessert. Les gourmands ont choisi leur camp. Esprit de la Vous êtes vraiment dégoûtante. Non, mais je rêve. Et tu perds ton temps, il aime que les mecs. Anything for love. Très scorpion comme comportement. Je le sens. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Amora, c'est la recette authentique de la mayonnaise de Dijon. Et Dijon, pour une mayonnaise, ça veut dire plus de goût. Amora, par amour du goût. C'est sur la route, au fil du temps et des kilomètres, que certains achats prennent toute leur valeur. Peugeot 405, à partir de 88 900 francs. Pour que manger soit un plaisir, chez Weight Watchers, non seulement notre bœuf est charolais, mais en plus il est cuisiné. Par exemple, la sauce qui l'accompagne est réduite, s'il vous plaît, à feu doux. Plat surgelé Weight Watchers, jamais principe n'a été aussi bon. Actuellement ont lieu les semaines de l'habitat au Crédit Agricole. C'est le moment de venir parler de vos projets immobiliers. Crédit Agricole, l'architecte de vos financements immobiliers. Découvrez l'efficacité du déodorant Obao fraîcheur sèche. Sec, il est sans alcool. Sec, il évite la sensation d'humidité. Sec, il est efficace jusqu'au soir. Obao fraîcheur sèche, en atomiseur et en stick. Obao préserve la couche d'ozone. Pour la suite, installez-vous confortablement. Les meubles, la décoration, l'artisanat et vous, du 30 avril au 12 mai, à la Foire de Paris, porte de Versailles. Champion du monde des rallyes en 93, en tête en 94, c'est toujours Mick Castrol. Huile Castrol, ceux qui savent s'en servent. Prendre le meilleur pour arriver au meilleur. Le meilleur du poulet. Plus 4 sauces au choix. Égale les délicieux chicken McNuggets de chez McDonald's. Au meilleur prix. Du 15 avril au 15 mai, dégustez des chicken McNuggets dans le menu best-of à 30 francs.
Singer. Simple, efficace, écologique. Nettoyeur vapeur Vapoclean, forcément Singer. Dans certaines sociétés, le noir et blanc est de rigueur. Chez Rank Xerox, par contre, vous avez le choix entre le noir et blanc et, pour mettre en valeur vos documents, la couleur. La couleur illumine votre présentation et fait rayonner immédiatement toute votre personnalité. Avec Rank Xerox, la couleur transforme vos documents. Gambette en l'air s'il le faut, on secoue ses petits neurones. C'est dur la vie de star. Appuyez, Claire, à bout de souffle, pour Claire Nadeau, c'est à bout de souffle, c'est pour Claire. Le master des célébrités, pour vous, c'est la récré, pour eux, c'est la tête à l'envers. Spéciale question pour un champion, mardi 20h50, avec Julien Lepers et sur France 3. Les 7 pays les plus riches du monde réunis à Washington se déclarent optimistes. La reprise économique est là, disent-ils. Mais cette croissance sera-t-elle durable? La consommation va-t-elle reprendre? Le chômage va-t-il diminuer? Nos invités ce soir sont Robert Rochefort, directeur du CREDOC, un organisme qui observe les consommateurs, et Michel Didier, directeur de l'Institut de conjoncture Rexecode. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À quelques heures des premières élections multiraciales en Afrique du Sud, la tension est à son comble. Ce soir, à Pretoria, une bombe a fait 2 morts et 21 blessés dans un restaurant. Et ce matin, un autre attentat avait fait 10 morts à Johannesburg. Éric Thibault. Ce matin déjà, une voiture piégée a explosé à la station de taxi collectif de Germiston. Le souffle très violent a envoyé des débris à plus de 100 mètres et c'est l'inévitable horreur du sang versé. Les corps mutilés transforment la banlieue de Johannesburg en zone de guerre. Cette explosion a fait 10 morts et une quarantaine de blessés. À moins de 24 heures des premières élections multiraciales, plusieurs attentats ont endeuillé l'Afrique du Sud. Hier, l'explosion a eu lieu à proximité du siège de l'ANC de Nelson Mandela. Aujourd'hui, les bombes visaient les Noirs des banlieues. Pour l'instant, ces violences sont attribuées à l'extrême droite blanche, hostile au scrutin de demain, mais la police dispose de très peu de pistes. La réaction des artisans du processus démocratique et pacifique a été immédiate. Le président Frédéric de Klerk a réuni d'urgence le gouvernement et a déclaré qu'il ne permettrait pas à un groupe de cinglés et d'aigris d'empêcher les élections. Nelson Mandela a rendu visite aux victimes de ces attentats et pour lui, les auteurs de ces massacres sont des fous qui craignent la démocratie. Cette terreur semée au hasard cherche à enrayer le processus pacifique négocié sans relâche par Frédéric de Klerk et Nelson Mandela. Et demain, malgré ces attentats, plus de 22 millions d'électeurs sud-africains voteront. 3 jours de scrutin qui permettront pour la première fois aux Noirs de décider de leur avenir. Les Serbes bosniaques devront rendre une partie des territoires qu'ils occupent actuellement en Bosnie. L'affirmation est du secrétaire d'État américain Warren Christopher et de son homologue britannique Douglas Hurd. En attendant, à Gorazde, l'évacuation des blessés se fait toujours dans des conditions très difficiles. Éric Thibault, Marie-Pierre Courtelmont. Une ville aux maisons soigneusement déchiquetées, hantée par ces chars de l'ONU, arrivés bien trop tard pour certains, 715 morts en 10 jours, attend quand même pour ces blessés, évacués encore aujourd'hui sur Sarajevo. Ils portent les stigmates d'un siège effroyable. Cela ne suffit pas. Les Serbes multiplient les tracasseries aux différentes étapes de leur transport à l'hôpital. Nous pouvons difficilement accepter que les hélicoptères quittant Gorazde pour Sarajevo soient obligés d'atterrir en territoire serbe pour que chaque blessé soit contrôlé. C'est un choc supplémentaire pour des gens qui sont déjà à bout de force. Les soldats serbes se sont retirés à 3 km autour de Gorazde. Ils obéissent ainsi à l'ultimatum de l'OTAN. Mercredi, ils devront s'être éloignés de 20 km et rendre leur artillerie lourde s'ils veulent éviter une attaque occidentale. À Londres, aujourd'hui, la rencontre de Warren Christopher, Douglas Hurd et Alain Juppé. Pour la première fois, ils demandent aux Serbes un futur retrait des territoires occupés. La France propose également une rencontre des grandes puissances au sujet de la Bosnie.
Par centaines de milliers, les Italiens sont descendus dans les rues comme ici à Milan. Ils célébraient le 49e anniversaire de la libération du fascisme et du nazisme. Et le président sortant du Conseil les a appelés à enterrer leur haine. La droite, victorieuse aux dernières élections, ne voit dans cette manifestation qu'une réponse de l'opposition de gauche après sa défaite. François Mitterrand chez les Ouzbeks. Le président de la République est arrivé aujourd'hui à Tachkent pour un voyage de 4 jours en Ouzbékistan et au Turkménistan. Le chef de l'État souhaite de bonnes relations économiques si ces deux pays se démocratisent. Les ressources de pétrole et d'or d'Ouzbékistan sont parmi les plus importantes du monde. La semaine de 4 jours est vive le samedi en famille. Le ministre de l'Éducation se déclare favorable à la suppression des cours le samedi matin. Il me semble qu'il est bien de ménager 2 jours dans la semaine où les familles sont rassemblées. Je trouve ça une évolution. Et de surcroît, je trouve que c'est une évolution souhaitable. La pizzeria était située sur le port de Hyères. La nuit dernière, une double charge explosive en a soufflé la vitrine et une partie de la salle. Il y a quelques mois, un autre attentat détruisait un magasin de vêtements appartenant au même propriétaire. 2 explosions qui font penser à une histoire de raquettes. Le maire de la ville déclare aujourd'hui en avoir marre. Ce sont ses propres mots. Il réclame des renforts policiers et judiciaires. L'inhumation de Jean Carmet, un hommage du monde du cinéma venu enterrer le comédien au cimetière du Montparnasse. Et puis, les paroles d'Anonyme. C'est un gars très sympathique, avec lequel on aurait aimé être amis. Et puis en plus, il a mon âge. Ça fait quelque chose quand on voit quelqu'un de sa génération qui s'en va. Puis je l'aimais bien comme acteur, il était naturel. Il aimait bien manger, il aimait le bon vin. Moi aussi, j'aime bien manger le bon vin. Alors. Il y en a encore d'autres comme ça, mais malheureusement, celui-là, il est irremplaçable. Voilà. La course de la Whitbread, le bateau japonais Yamaha remporte la 5e étape, Uruguay-Floride, en 20 jours et 7 heures. Il prend la tête des World 60, construit spécialement pour cette épreuve. Dans la même course, mais dans une catégorie différente, le maxi français La Poste ne devrait arriver que demain matin. Aujourd'hui, c'est un maxi suisse, le Merit Cup, qui a touché les côtes de Floride. Un vent d'optimisme souffle depuis hier à Washington sur la réunion du G7. Les 7 pays les plus riches du monde constatent en effet une reprise de leur croissance. En France, cette reprise se vérifie en particulier dans le secteur du bâtiment où les chantiers se multiplient. Enquête de Roselyne Fèvre et Marie-Hélène Roqueton. Le bâtiment, c'est un peu comme un fil à plomb. Si l'équilibre n'est pas atteint, c'est la dégringolade. Car le bâtiment, c'est un des baromètres de l'économie. Ici, à Saint-Brice, en banlieue parisienne, chez monsieur et madame Gonin, on a décidé d'investir dans la pierre. Chez eux, c'est devenu un vrai chantier. Ils font construire un garage et une terrasse attenant à la maison, montant de l'opération 350 000 francs, des travaux qu'ils hésitaient depuis longtemps à entreprendre. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Voilà. On a donc le palier qui est coffré ici, oui. Qui va déborder. C'était des travaux que j'envisageais depuis un certain temps. Et le gouvernement de Balladur a sorti dernièrement tous ceux qui avaient des SICAV monétaires de payer ces travaux avec ces SICAV sans plus-value. C'est ce qui m'a incité tout de suite à faire une grande somme d'argent dans ces travaux. Si le vent de la reprise souffle chez les particuliers, il souffle aussi pour les entrepreneurs. Pascal Arisoli est patron d'une entreprise de bâtiment de 20 personnes. Il y a 2 ans, il en avait 26. Alors la crise, il connaît. La reprise, il l'espère. Il est vrai que les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement sur le plan fiscal nous ont aidés. Nous-mêmes et nos institutions professionnelles, nous avons relayé largement l'information et on commence à en sentir les effets. Bon, on ne peut pas dire que ça soit l'euphorie, mais on a un frémissement à l'intérieur de la profession, puisque pour mon cas particulier, ça faisait 3 ans que ça ne m'était pas arrivé, j'ai embauché le mois dernier. D'accord, la reprise arrive. Elle est encore frileuse et il faut y aller sur la pointe des pieds. Pour l'instant, il n'y a pas de croissance positive, mais une nette progression. Notre activité est largement conditionnée par l'économie générale, l'ambiance générale, la confiance générale. Et que nous aurons une activité qui reprendra convenablement qu'à partir du moment où les Français reprendront confiance en leur avenir, donc à partir du moment où l'économie en général se remettra en position positive. La reprise, c'est déjà des chiffres, avec 20% de progression de mise en chantier en 1994, surtout dans le logement social et public. Mais la reprise, c'est aussi et d'abord un énorme facteur psychologique.
Robert Rochefort, bonsoir. Vous observez quotidiennement le comportement des consommateurs. Cette reprise que l'on constate dans le bâtiment est-elle exceptionnelle ou bien se retrouve-t-elle dans d'autres secteurs que le bâtiment ? Écoutez, je crois que ce que l'on peut déjà dire, c'est que la situation est effectivement moins mauvaise qu'elle était il y a 6 mois ou il y a 1 an. En gros, les ménages français s'étaient recroquevillés dans leurs coquilles, s'étaient enfermés, avaient certaines mesures, avaient plus envie de consommer, n'avaient plus envie de dépenser, étaient un petit peu tétanisés par cette peur de l'avenir. Depuis quelques mois, on voit effectivement poindre un désir qui redémarre. Alors, dans le domaine du logement, c'est tout à fait clair. Il y a une majorité de gens qui pensent qu'aujourd'hui, en plus, ça peut être une bonne affaire. Mais là, c'est lié à des mesures très particulières. Je crois que les mesures sont arrivées au bon moment. Je ne pense pas que ce soit les mesures qui aient, certaines mesures, favorisé, qui aient provoqué ce petit redémarrage. Alors, vous m'avez demandé s'il y avait que le logement. Non, il y a également la voiture. On en a parlé longuement. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les biens durables, les biens d'équipement, l'électroménager, par exemple, où on voit poindre un désir du consommateur de refaire des dépenses. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il peut les faire complètement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a les moyens de les faire. Oui, on va voir ça tout à l'heure. Michel Didier, bonsoir. Quel est votre sentiment, vous, sur cette reprise de la consommation ? À vos yeux, est-ce que c'est une reprise durable ? Alors, sur les ménages, on pourra parler des autres aspects de l'économie, mais sur les ménages, je crois qu'il est clair qu'ils sont, depuis quelques mois, moins pessimistes. C'est un fait que la plupart des enquêtes confirment désormais, notamment celle de l'INSEE, l'opinion des ménages sur l'évolution du chômage est en train d'évoluer. Ils voient les choses de manière moins pessimiste qu'il y a quelques mois. L'opinion sur leur situation financière tend un petit peu à s'améliorer. Alors, la question est, vont-ils se précipiter maintenant pour vider leur bas de laine ? Et donc consommer beaucoup plus, ce qui relancerait la machine. Alors, est-ce qu'il y a du bas de laine ? Est-ce qu'il y a de l'épargne actuellement chez les Français ? Mais vous savez que depuis 1990, c'est le désir d'épargner qui a aussi ralenti la consommation. Pas simplement le ralentissement du pouvoir d'achat, mais aussi le fait que les ménages voulaient conserver de l'épargne. Et ça, c'est un facteur qui sera, d'une certaine manière, un peu durable. Cela semble lié en particulier au fait que les ménages sont soucieux de leur retraite. Je pense notamment à tous ceux qui sont la génération du baby-boom, qui ne sont plus très éloignés de leur retraite et qui doivent y penser. Cela peut encourager un peu le logement, mais probablement moins la consommation. Le deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que depuis tout au long de l'année 1993, pratiquement, la masse salariale privée a été stationnaire en valeur parce que les hausses salariales ont été compensées par les baisses d'emploi, donc ça laisse peu de possibilités de pouvoir d'achat. Alors Robert Rochefort, vous parliez tout à l'heure d'envie de consommer. Vous avez l'impression que les Français vont ouvrir leur épargne, vont aller puiser dans leur bas de laine ? Alors, il semblerait qu'ils aient envie de puiser un tout petit peu ou suffisamment pour maintenir un certain niveau de consommation. C'est ce qu'ils disent dans les enquêtes. Ils disent, entre encore augmenter l'épargne ou maintenir notre consommation, nous préférons maintenir notre consommation. Mais les raisons de fond qu'a évoqué Michel Didier sur un taux d'épargne élevé sont toujours là, d'actualité. Il faut d'ailleurs dire que les modèles des macroéconomistes s'étaient trompés justement sur ce taux d'épargne il y a 3 ans. Alors vous avez cité les retraites, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a l'inquiétude à l'égard du chômage de ses propres enfants, qui dans la classe d'âge des 50-60 ans justifie aussi le maintien d'un taux d'épargne tout à fait élevé. Et surtout aussi le désir de ne plus s'endetter. Il y a le taux d'épargne de ceux qui peuvent épargner, et puis il y a tous les autres, les consommateurs qui au cours des années 80 avaient tiré la machine en s'endettant, en prenant du crédit à la consommation. Et on voit bien qu'actuellement, ces consommateurs ne veulent pas repartir dans de l'endettement. Oui, donc c'est une reprise de la consommation assez timide. Le ministre de l'économie, Edmond Alfandéry, estime que la croissance prévue pour cette année pourrait dépasser 1,4%. Michel Didier, vous plus pessimiste, vous estimez que cette croissance se tournerait aux alentours de 0,9%. Pourquoi ? Alors, je crois qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, et ça c'est un point commun à l'ensemble des conjoncturistes actuellement, tout le monde est d'accord pour considérer qu'on est très loin de la conjoncture noire d'il y a 1 an. Il y a beaucoup d'indices précurseurs d'une meilleure orientation de l'activité, on vient d'en évoquer quelques-uns, le bâtiment, la consommation, l'automobile, etc. La consommation avec modération. Mais il reste tout de même dans l'économie française et européenne, parce qu'on ne peut pas dissocier la France et l'Europe, des déficits publics importants, très importants, qui sont à résorber,
Il reste un sous-emploi de capacité, c'est-à-dire des machines que l'on peut relancer en cas de demande et sans avoir nécessité d'investir immédiatement. Et enfin, je le rappelle parce que c'est récent et c'est pas satisfaisant, nous avons eu dans la période récente une hausse des taux d'intérêt à long terme qui est complètement intempestive. Robert Rochefort, venons-en justement à ces annonces de croissance, 0,9% ou 1,4% ou 2%. Est-ce que ça influe la consommation des Français, ces annonces de perspectives de croissance? Je ne pense pas que ça les provoque. Je pense que lorsque il y a une multiplication de signes positifs, celui-là peut en être un de plus. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire par la méthode Coué, et je ne crois pas qu'il suffit de dire regardez, la croissance est là, pour que aussitôt tout le monde le croit. Je pense, si vous voulez, que la question de fond, c'est ce qu'on appelle le retour à la confiance. Et le retour à la confiance dans les ménages, ça veut dire la perspective que sur le moyen terme, sur les 3, 4 ou les 5 ans qui viennent, l'avenir sera dégagé. Alors ça veut dire évidemment l'arrêt de la dégradation de l'emploi, mais ça veut dire aussi le fait de pouvoir calmer les inquiétudes à l'égard des retraites dont on a parlé. Ça veut dire aussi la construction européenne qui a beaucoup inquiété, notamment des catégories de Français de catégories intermédiaires ou inférieures au cours des années passées. Je crois aussi le climat politique. Je crois que nous sommes tout de même proches d'une échéance tout à fait importante. Je pense que lorsque cette échéance sera passée, je dirais dans un an, lorsqu'on verra peut-être l'avenir de façon dégagée, je crois qu'à ce moment-là, toutes ces conditions peuvent peut-être se réunir pour faire en sorte que l'avenir paraisse un peu plus dégagé. Michel Didier, juste une dernière question. Pensez-vous que cette relance, cette perspective de relance pourrait créer des emplois? Oui, alors, c'est évidemment une question cruciale parce que la confiance, c'est aussi lié à l'emploi et au chômage. Il y a des changements d'orientation sur le marché du travail. Les choses bougent, les choses évoluent. Les effectifs salariés baissent encore, mais beaucoup moins qu'ils n'ont baissé. Les demandes d'emploi augmentent encore, mais beaucoup moins qu'elles n'ont augmenté. Sans parler de chiffres, ceci sort très clairement des statistiques. Nous avons des offres d'emploi qui sont en reprise depuis quelques mois. Tout ceci est favorable, même si cela n'a pas encore inversé le processus. Notre analyse, c'est que malgré effectivement des perspectives plutôt modérées, optimisme modéré, je dirais, pour 94 et 95, il nous semble que la stabilisation du chômage, compte tenu d'un certain nombre de changements de comportement aussi sur le marché du travail qui commencent à se voir, la stabilisation du chômage peut être effectivement acquise à la fin 94, c'est-à-dire que le gouvernement serait en définitive sur le chômage en passe de gagner son pari. Messieurs, je vous remercie. Une petite pause dans ce journal avec le palmarès préparé par Guy Lagache. Il nous parle de danger nucléaire, mais aussi de musique. Rap, rock, rail, chansons à texte, le Printemps de Bourges est décidément le grand rendez-vous de la musique en France. De Iggy Pop à Julien Clerc en passant par le groupe IAM, le 18e Printemps de Bourges a accueilli cette année quelques 75 000 spectateurs, soit un taux de remplissage de 10% de plus que l'année dernière, un véritable succès. 8 ans après, Tchernobyl signifie toujours danger. Et pour éviter que ne se répète la pire catastrophe de l'histoire du nucléaire civil, Michel Barnier met en garde. Aujourd'hui, en ouverture des assises de Tchernobyl, le ministre de l'Environnement a plaidé pour l'arrêt immédiat des réacteurs nucléaires de la centrale ukrainienne. Michel Barnier a notamment insisté pour que soit construit un deuxième sarcophage sur le réacteur qui avait explosé en 1986. Et pourtant, 2 réacteurs tournent toujours à plein régime dans la centrale endommagée. Il y a 2 problèmes qui sont liés. La sécurité de Tchernobyl, qui n'est pas assurée, donc il faudrait fermer au moins les réacteurs les plus anciens très vite. Mais on ne le fera pas si on ne permet pas à l'Ukraine et à d'autres républiques de l'ancienne Union soviétique d'être autonomes sur le plan de leur approvisionnement énergétique. Approvisionnement énergétique, mais aussi aide financière extérieure, voici les 2 conditions posées aujourd'hui par le président ukrainien Kravchuk pour fermer la centrale. C'est demain que commence la privatisation de l'UAP. Elle durera 6 jours. Les actions seront disponibles au prix de 152 francs. C'est un prix très raisonnable, affirment les spécialistes. Martine Thiebaud. 152 francs l'action UAP. Dès demain matin et jusqu'au 3 mai, on pourra l'acheter dans toutes les banques. 5 titres minimum et jusqu'à 70 titres. Pour ceux qui paieront en emprunt Balladur, l'action leur en coûtera 105 francs seulement. Ils pourront acheter jusqu'à 140 titres. Une privatisation qui devrait rapporter quelques 19 milliards à l'État. Prix raisonnable si l'on se souvient que l'action a valu 220 francs en décembre dernier. Mais l'UAP subit les conséquences de la grave crise immobilière.
au point que la privatisation s'accompagne d'une augmentation de capital de près de 3,5 milliards pour redonner du tonus à la compagnie d'assurance. L'UAP subit également la saturation d'un marché boursier sollicité déjà 3 fois par des opérations d'envergure, BNP, Rhône-Poulenc et Elf. La privatisation annoncée, le gouvernement ne pouvait pas la repousser, mais dans un marché déprimé depuis plus d'1 mois, pour la première fois, l'opération n'est pas sans risque. Enfin, notre coup de cœur est ce soir pour les retrouvailles entre un joueur de cornemuse écossais et une secrétaire de mairie normande. L'affaire remonte au 6 juin 1944. Bill Millin débarque alors en Normandie et encourage au son de son instrument des centaines de soldats qui l'entourent. Soudain surgit une petite fille qui lui demande de jouer pour elle toute seule. Et sur la route de Pegasus Bridge, au milieu des combats, Bill joua pour la petite Josette. 50 ans après, ils se sont retrouvés, toujours au son de la cornemuse et en Normandie. Dans quelques instants, la météo de Florence Klein, suivie du très beau film de Marie-France Pizier, Le bal du gouverneur. Demain à 12h45, Anne de Coudenhove, à 19h, Marc Hautement et Élise Lucet. Et à 22h10, vous retrouverez Christine O'Krent. Très bonne nuit à tous.